Depuis longtemps déjà, ces images recouvrent les murs de nos villes. Mais qui en est l'auteur ? On dit de lui qu'il est le père du street art. Il s'appelle Ernest Pignon-Ernest. Pour moi, une espèce d'unité, de cohérence, quoi. Que j'ai travaillé au Chili ou à Soweto ou à Haïti, je poursuis sûrement la même chose. Mais que cherche Ernest ? Pour le savoir, il faut le suivre partout. De la ville à l'atelier et d'hier à aujourd'hui. La prochaine intervention d'Ernest Pignon-Ernest se situe dans la capitale haïtienne de Port-au-Prince. C'est dans l'atelier que débute le travail, avec la recherche d'une première image, celle d'un homme crucifié. Une image symbolique qui en appellera d'autres. Bon, moi, je vais retravailler demain matin. Il faut qu'il évolue. Je vois qu'il y a des trucs... c'est les proportions, c'est à peu près ça, mais j'ai l'impression du coup qu'il manque un peu d'ampleur. Il a une puissance là-dedans, comme ça, que j'ai pas tout à fait là. Dans les images que je réalise pour la rue, il faut qu'il y ait assez d'effets de réel pour que ça suggère une rencontre, qui est comme une présence physique, une présence. Hein. Et en même temps, ma référence, là, elle est plus au théâtre. Je veux dire que je sais pas de faire que c'est la réalité. Techniquement, je saurais faire du trompe-l'œil, quoi, tu vois. Mais c'est vraiment tout le contraire que je sais de faire. J'essaie d'affirmer que c'est une image, de montrer que je montre. Voilà. Je dis toujours l'effet grandeur nature, mais plus grand que moi. Mais il y a un moment où ça semble juste, tu vois, vraiment. Voilà, ça semble, je ne sais pas pourquoi, les dessins qui traînent, le Pasolini, j'en avais fait 5-6, et ça tient à quelques centimètres. Il y en a un où on a le sentiment qu'il y a un face-à-face, qu'il y a un truc qui t'interpelle, quoi, qui est presque d'ordre charnel, sensuel. Le choix de dessiner, c'est éthique presque maintenant. C'est-à-dire dans le contexte actuel, je trouve avec des images qui sont des falsifications tout le temps. On ne sait même plus quelle est l'image vraie ou fausse. Le dessin a quelque chose d'essentiel, quoi, comment on pourrait dire, d'affirmation d'humanité, quoi. Tu vois, il n'y a pas de distance entre la pensée et la main. Voilà, c'est l'homme, c'est l'humanité. Ouais. Depuis 50 ans,
toutes mes images font qu'interroger l'homme et sa relation avec ce qui l'entoure, les autres, l'histoire, la politique, voilà. Donc c'est, au fond, récemment, je découvert ça, que pratiquement j'avais fait que des piétas, c'est-à-dire vraiment interroger l'homme et les violences qu'on lui fait, quoi. La première fois où j'ai trouvé la technique qui correspond bien à mes préoccupations, c'est quand j'ai l'idée de faire des grandes sérigraphies. J'avais été invité à une exposition qui avait pour thème la semaine sanglante, c'est-à-dire l'écrasement de la Commune de Paris. L'idée de mettre les images au sol, c'était une façon d'incarner l'oubli, le mépris, un peu comme si on leur marchait dessus, ça veut dire on les a oubliés, voilà. Ça, c'est devant le cimetière du Père-Lachaise, là. Et la police arrive, et on avait collé tout le long du trottoir, et près du mur des fédérés derrière, et voilà. Et puis, je fais des anachronismes volontaires, quoi. Cette image de gisant, je la colle dans des endroits comme là, c'est les escaliers du métro Charonne. Ont été tués, 8 morts qui protestaient contre la guerre coloniale, quoi, voilà. Des fois, on disait que je faisais des œuvres en situation. Et je disais, en fait, j'essaie de faire œuvre de la situation. Parce que, ici, pour mon collège à Nice contre l'apartheid, mon image, elle est simple. Le signe, c'est un signe très simple de l'injustice, de la famille derrière des barbelés, et prend son sens à cause de l'événement dans lequel je l'inscris. Le jumelage de Nice, la présence du Premier ministre sud-africain, c'est eux qui font que mon intervention a une dimension symbolique, dramatique, artistique en quelque sorte. Ça, c'est vraiment le papier que je colle. C'est des chutes de rotative du Monde. L'imprimerie du Monde n'est pas très loin, là, à Ivry. J'ai pris ça vraiment parce que c'était le moins cher. Et en fait, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà. Quand j'ai voulu prendre des meilleurs papiers, c'est beaucoup moins bien. Parce que ce papier-là, quand il est trempé avec la colle, je le fais rentrer dans la moindre infractuosité du mur. Il prend la texture du mur. Vraiment, c'est l'idéal. Et il se fond dans le mur. Et paradoxalement, sa faiblesse fait que c'est très difficile de l'enlever. Parce qu'il est tellement fin, tandis que si tu prends du papier de 150 grammes, il est épais, on peut le tirer et tout ça. Voilà. Alors ça, c'est un coup de chance. Je suis tombé sur du premier coup, et même quelquefois j'ai eu un meilleur papier, et c'est moins bien. J'ai eu même le Monde diplomatique, c'est un papier un peu plus beau, et ben c'est moins bien. Le travail d'Ernest se nourrit d'histoire, de littérature et de poésie. Des mots de l'écrivain Jacques-Stéphane Alexis naît un portrait qui complète son parcours haïtien. Pour moi, Stéphane Alexis incarne complètement l'Haïti espéré, quoi, un Haïti de renouveau, quoi. Je veux dire qu'il portait vraiment les espoirs d'un Haïti sorti de l'occupation américaine, tous les espoirs qui étaient nés à ce moment-là, il les incarne par sa vie en quelque sorte, et puis surtout dans son œuvre, quoi. Ses romans disent ça. Faire son portrait, son image qui nous regarde, m'apparaît comme un peu comme cette image était une interrogation à la jeunesse, aux gens de Haïti aujourd'hui, quoi, vraiment. Alors j'essaie de choper évidemment la ressemblance physique de Stéphane Alexis, mais je voudrais m'en libérer et que passe dans mon dessin quelque chose que j'ai reçu de la lecture de ses livres, toute cette espèce d'espoir, d'humanité, de sensualité qu'il y a dans son œuvre, qu'il devait avoir dans son regard, dans son sourire. Les poètes, curieusement, j'ai l'impression que le temps, leur vie, ce qu'ils ont traversé a sculpté quelque chose dans leur visage. C'est évident, bien sûr, chez des gens comme Artaud ou Nerval,
ou Desnos, Pasolini ou Neruda. Dans ce face-à-face que ça fait de les dessiner, on a l'impression qu'il y a quelque chose de juste, qui résonne vraiment de leur vie. Ils incarnent les contradictions de leur époque, ils incarnent leur temps, quoi. En fait, je cherche parce qu'il y en a qui sont plus tendres, plus durs, selon le noir que je veux. Ça tient mieux. En général, je commence avec le fusain pour construire, mais le fusain, ça s'efface, quoi. Tandis que la pierre noire, c'est très compact, ça tient. Même les dessins que je colle dans la rue restent avec la pierre noire, c'est très compact. Et puis j'ai mon système de gomme. J'arrivais pas à dessiner avec une gomme plate, et donc je fais comme un peigne dans mes gommes qui me permet de dessiner le corps. Surtout, c'est arrivé quand j'ai dessiné des femmes, vraiment l'idée de les sculpter, comme ça, les moindres nuances, je fais vibrer, il y a une vibration qui est dans un premier temps avec le crayon, puis après, c'est la lumière, quoi. La gomme je fais circuler la lumière. Bon, j'ai deux choses. C'est soit j'enlève les lunettes pour avoir une vision différente, ou je les remets. C'est encore plus terrible, non? Et puis surtout le miroir. Le voir à l'envers, on voit ce qui se déséquilibre, quoi. Parce qu'il y a quelquefois dans la construction des choses qui sont un peu artificielles. Alors on peut le faire pour des dessins qui vont être exposés dans une galerie, dans un cadre, un truc comme ça. Mais la sanction, quand tu le mets dans la rue, les effets, un peu les astuces d'écriture, les combines fonctionnent plus, quoi. La confrontation avec tu mets un dessin dans une rue de Naples avec une façade qui fait 25 mètres de haut, avec des moulures, des cariatides, des draps aux fenêtres, un bordel visuel, une richesse visuelle très très forte. Si le dessin n'est pas architecturé, il tient pas le coup. Vraiment, c'est impitoyable. Des personnages et des destins comme celui de Charlemagne Perrault prennent une dimension épique. C'est plus du politique, là. Ils s'inscrivent dans le destin d'un peuple. Comment dire? Je ne peux pas l'inventer, ça. C'est un document. Les Américains, quand ils occupent Haïti, Charlemagne Perrault c'est lui qui mène la lutte contre l'occupation américaine. Il le tue et il l'expose mort pour montrer qu'ils l'ont tué, quoi. Je veux dire que c'est un document historique. Je cite le document, en fait. Là, c'est pas comme d'habitude quand j'invente une image. Là, je cite ce document et peut-être les images que je ferai ensuite n'existeront qu'en référence à ça, qui est une référence que tout le monde connaît à Haïti. Tout le monde. Voilà. J'ai vu cette phrase de Jacques-Stéphane Alexis. Il dit en tout cas, c'est une grande et belle chose pour un peuple que de conserver vivantes ses légendes. Je trouve que c'est essentiel. C'est-à-dire qu'on a fait beaucoup l'erreur là-dessus. Qu'est-ce que moi je pourrais dire? Les gens progressistes, tu sais, du genre du passé faisant table rase, tu vois. C'est l'international. Je pense que c'est un mot d'ordre réactionnaire. Tu vois, voilà. Et il met le doigt là-dessus. C'est essentiel pour les gens les plus modestes que de savoir qu'ils ont une histoire.
j'ai collé pendant 2-3 ans. Chaque fois que je trouvais un endroit intéressant où il y avait ces traces de la vie des gens, quoi. Ces choses-là sont assez bouleversantes parce que la personne est chassée de son histoire. On voit que des gens ont investi un truc d'intimité pour les enfants. C'est d'une grande violence, je trouve, ces images. J'avais été sensible à ça parce que mes parents avaient été expulsés de chez eux. Et j'avais vu le traumatisme que ça avait fait à ma mère de quitter le quartier où elle avait passé toute sa vie, quoi, vraiment. J'ai eu du mal quand j'avais fait l'image sur l'avortement. Là, il y avait un gros débat pour les femmes de ma génération. Il y avait une campagne réactionnaire qui disait l'avortement tue, avec une photo de fœtus. Et l'idée, ça a été de le retourner et dire l'avortement tue, en effet, mais il tue des femmes. Mes images sont nées de l'écoute des gens, comme l'image avec les immigrés. Le type qui dit moi je suis ici comme un outil, quoi. Je suis là que pour mes bras, on ignore mon histoire, ma culture et tout ça. C'est beaucoup plus violent maintenant, presque. Là, ils venaient, ils avaient du travail, donc certains étaient expulsés quand même. Dans ces années 70, j'avais ce constat que l'art était coupé quand même de 95% de la population et qu'il fallait comme renouer, quoi, tu vois, se réinscrire dans les préoccupations des gens et faire naître des choses de cette approche du réel, quoi, voilà. Quand j'ai dessiné Rimbaud, les politiques avaient mis un mot d'ordre changer la vie. Ça m'avait un peu agacé. Je trouvais qu'il y avait quelque chose de dévoyé. Effectivement, je ne croyais pas que les politiques allaient nous changer la vie. Ça a été peut-être un des déclics. Quand on a collé le Rimbaud au boulevard Saint-Michel, les premiers, au milieu de la nuit très tard, il y a un car de police qui est arrivé avec, je sais pas qui c'est, le chef du fourgon, qui est descendu, qui a vachement gueulé. Et puis, ils sont descendus sous cette flic, et il y en avait un très jeune, peut-être entre 20 et 25 ans, qui dit « Oh, mais c'est Rimbaud !» Comme ça. Alors, tous les autres flics le regardent comme ça, étonnés, tu vois. Et puis, il m'a dit « Collez-le, hein, vraiment. » Il me disait « J'adore Rimbaud. » Il incarnait la jeunesse, la remise en cause, le refus de tout. C'était presque James Dean ou Bob Dylan, ou, tu vois, c'était un peu tout ça. C'est vraiment quand j'ai collé Rimbaud que j'ai compris que ce qu'il y a de plus rimbaudien dans mon image de Rimbaud, c'est qu'elle va pas le figer, qu'elle va disparaître. Mes œuvres n'existent plus. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas un hasard. Je suis probablement pas le seul, hein, qui est dans cette situation. Ça correspond probablement à notre époque. Tu vois, je veux dire qu'on n'est pas à la Renaissance, on n'est pas dans une période où on a des convictions dont on est persuadé qu'elles vont durer pendant des siècles, quoi. Vraiment, on est je crois, dans une période de flou qui sécrète probablement des propositions comme celle-là, quoi. De doute. Pendant des années, les gens ont perçu mon travail comme une espèce d'agitation gauchisante, quoi. J'étais dans tous les journaux Mao, les trucs comme ça. Et il a fallu que j'ai une expo au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris en 1979 pour que les gens découvrent que tout ce travail était nourri d'une longue investigation des images, de l'histoire et puis un gros travail de dessin. C'est un peu la consécration pour toi de venir dans... Non, c'est pas en contraste avec ton travail qui... Ouais, on peut penser ça. C'est vrai que ça peut être en contradiction de mettre ces images qui étaient faites pour la rue dans le musée. En même temps, c'est une espèce de compte-rendu. Ça montre une démarche, tu vois. C'est tout. Non, je suis assez à l'aise avec ça. Vraiment, j'ai plus ce problème. Il n'y a que le musée qui me permet de dire que ce n'est pas des images exposées dans la rue, comme disent beaucoup de gens du street art. J'expose dans la rue parce que c'est la plus grande galerie du monde. Mon travail, ce n'est pas du tout des images exposées dans la rue. Et c'est une expo dans le musée qui me permet de donner toute la complexité de la proposition. Là, pour ma prochaine exposition à Bruxelles, j'essaie de penser un parcours dans les musées. J'ai des séquelles de mes années d'architecture.
J'ai fait plein de plans courants et puis beaucoup de petites villas. Dans les années, c'était quoi, 58, 59, j'ai commencé que j'avais 15-16 ans à travailler chez un architecte. Ça m'a pas mal appris d'ailleurs à dessiner parce que comme j'avais jamais fait de cours, ni de perspective, ni quoi que ce soit, c'est une expérience qui a beaucoup compté pour moi. Là, c'est l'étage, là, c'est le rez-de-chaussée du musée botanique. Donc, je vais rentrer comme ça, mettre au départ quelques références. Par exemple, c'est un dessin que j'ai ramené d'Algérie quand j'étais militaire, donc j'ai fait à 19 ans et demi. C'est évidemment une référence directe à Picasso et j'ai toujours eu le sentiment, je l'ai encore d'ailleurs quand je vois 90% de la production actuelle, c'est que le sentiment que après lui, c'est très difficile de faire de la peinture, quoi. Vraiment, c'est un tel il nous a fracassé, quoi. Vraiment. Et c'est en découvrant Picasso dans Paris Match, la Sylvette, les portraits de Sylvette, la fille avec la queue de cheval comme ça, et toutes les déclinaisons qu'il en avait fait, qui m'a donné envie de faire autre chose, quoi, vraiment. Et surtout là, ça disparaît un peu. C'est les derniers tableaux de Picasso. Et puis Picasso, son portrait, je veux dire, Picasso est omniprésent. Partout, il y a des livres de Picasso. Il y en a un dans ma salle de bain. Il n'y a que lui qui sait peindre les femmes comme ça, quoi. Peindre un sexe qui a l'air d'un soleil ou même un trou du cul qui a l'air d'un soleil, c'est quand même une faculté extraordinaire de bonheur, de sensualité, quoi. Vraiment. Je suis très jaloux. Enfin, lui, il a, voilà. Caravage, bien sûr, qui a nourri mon travail. Depuis que je suis allé à Naples, j'ai découvert Caravage. Il y a Yvette, il y a ma compagne. Et la réserve, c'est la plage où je vais depuis 60 ans. Là, je vais à Nice, là, je suis très attaché. C'est un lieu qui compte beaucoup pour moi. Je pense que je laisserai mes cendres là. Il y a Garibaldi, parce que c'est le grand héros de mon quartier. Il y a Auguste Blanqui, deux grands héros niçois. Une photo extraordinaire de Pasolini en train de jouer au foot. Une photo dédicacée de Louise Ambobé, qui m'avait envoyé, parce que, fait un temps, avant de rêver d'être footballeur, j'ai rêvé d'être coureur cycliste. Là, une photo de mon père dans les abattoirs de Nice. Il est en train d'ouvrir un grand quartier de viande. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Ce qui est étonnant, c'est que ce lieu où on voit mon père, là, avec sa blouse et son couteau, c'est devenu un lieu d'art contemporain. Vraiment, c'est terrible, c'est des rives. Voilà, ça c'est Reiser. Ouais. J'admire Reiser, pour moi c'est le plus grand dessinateur. Vraiment, c'est une espèce de daumier, quoi. Je veux dire, arrive à exprimer ce qu'il a exprimé avec un dessin apparemment pourri. Il invente une écriture, quoi. Il invente. Reiser, c'est le type qui a le mieux témoigné de ma génération, je crois. Vraiment. Vraiment. Et j'avais beaucoup aimé ça parce qu'ils avaient annoncé Reiser va mieux, il est allé au cimetière à pied. Ça fait plusieurs années, je ne sais pas s'il y a une date. Ça se fait un peu au hasard comme ça, quoi. Mais probablement pas complètement. C'est l'atelier de Francis Bacon. J'atteindrai jamais un tel bordel, quoi. Je pourrais pas. Pour travailler, j'ai besoin qu'il y ait quand même une zone un peu calme. Là, je sais pas comment il faisait. Enfin, je sais pas comment il faisait à faire ses peintures non plus, quoi. Vraiment. Lui, c'est vraiment un grand peintre. Vraiment. C'est très sensuel. C'est ça qui me plaît beaucoup chez lui. Et moi, j'ai jamais osé. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de réserves. J'essaie de tenir, surtout avec la façon dont j'interviens avec mes images dans les lieux, de ne pas tomber dans des trucs où il y a trop de pathos. Je ne fais jamais de sang, de choses trop lyriques. C'est toujours assez tenu, quoi.
vraiment. Et quelquefois, j'aurais bien aimé oser faire des choses aussi sensuelles, aussi charnelles que lui, là. Voilà. Donc moi, j'étais très, très flatté qu'il m'écrive, qu'il me demande des photos de mes collages, quoi. Vraiment, c'est vrai, j'étais très honoré. Voilà. Et il m'a dit, du coup, qu'il suivait mon travail depuis le personnage que j'ai collé à Grenoble. C'était en 76 ou 75, ou quelque chose comme ça. J'y pense là en voyant cette peinture notamment, mais il y en a plusieurs comme ça, où le personnage est inscrit dans une espèce d'espace. Et ça m'a servi quand j'ai fait mes personnages dans les cabines de téléphone. J'avais travaillé sur le rectangle de la cabine, comment inscrire l'image d'un homme dedans. Là, je fais de la matière avec le défaut qu'il y a sur le sol pour faire un décalage entre la peau et le mur, quoi. Et la porte, quoi, la texture du bois. Ouais, j'espère que la prochaine fois qu'on le voit, non, dans un premier temps, on le verra à l'atelier de sérigraphie peut-être. Et puis ensuite, ça sera dans des rues de Port-au-Prince, quoi. Peut-être, j'imagine. Je vois certains murs déjà. Bon. Comme une réapparition. Oh, moi, comment dire? Je sais pas exactement ce que ça fait. Je ne sais pas ce que ça fait, ce que je propose dans les villes. En tout cas, jamais pensé que ça a une efficacité ou une chose de cet ordre, quoi. Je ne le sais pas. C'est comme un poème, tu vois. On ne sait pas ce que ça va provoquer, ce que ça va entraîner. Si on peut parler d'œuvre pour un genre d'intervention de ce type, l'œuvre, c'est pas mon dessin, quoi. C'est ce que ça va provoquer. Ouais. Et la palette, elle est plus large. Ça sera, si je la mets, on va voir, si je la mets sur un mur qui pète de couleurs et tout ça, peut-être elle va changer de sens, tu vois, un beau jaune avec le soleil de l'Haïti et tout ça. Voilà. Je sais pas. Je vais la travailler en collant. On travaille le sens de l'image déjà, et puis après avec la vie qui continue, ça l'enrichit encore, moi, vraiment. Je vois, c'est le doute perpétuel. Moi je sais pas vraiment, quoi. Non, j'ai pas de certitude. Surtout là, vraiment, c'est la première image. On va voir comment ça va continuer, mais. Pour l'exposition rétrospective d'Ernest Pignon-Ernest à Bruxelles, ce sont près de 300 œuvres qui font le voyage. Il y en a un des trois qu'on vire. Des esquisses, des originaux, des photos qui retracent le cheminement de chaque intervention et interrogent l'ensemble du parcours de l'auteur. Ça va pas bien, là. Avec les... Ouais, je crois que c'est bon.
comme j'insiste tout le temps sur le fait que mes collages sont déterminés par les lieux, par l'histoire des lieux, par leur qualité plastique, par leur mémoire, et en même temps par le jour où je les colle. Et tout ça, donc, je souhaite que l'ensemble de l'exposition soit perçu comme l'exposé d'une démarche, d'un processus de travail et d'un ensemble. Dans les dessins qui sont là, il y a des choses pour lesquelles je n'ai pas réussi à trouver la solution pour les mettre dans les rues. Notamment tout ça sur l'enfer, l'Hadès et tout ça. C'est ça que je tiens assez à montrer, tous ces tâtonnements, ces recherches. Parce que souvent, dans l'exposition, quand les gens voient les grands dessins terminés, il y a un peu l'idée, oh, le type il est doué pour dessiner, quoi, comme si ça venait un peu comme ça. Et je tiens à montrer tous ces tâtonnements, ces trucs pas aboutis, des reprises, des repentis, des hésitations, quoi. Non. Il y a 50 ans que je fais ça quand même, puis 1966, donc je peux pas tout montrer. Du coup, ça m'a permis de faire le point, de mieux comprendre mon travail. Moi, mon rêve, ça serait que... l'objectif, ça serait que mes dessins apparaissent comme des empreintes. Voilà. Comme s'il n'y avait pas eu de main d'homme. Quand je mets une image quelque part, elle dit ça. Elle dit une présence et une absence. Mais là, il viendra un peu plus de détails. Ouais. Il est encore bouché là. La sérigraphie travaille mon dessin. Le corps de Charlemagne Peralt devient comme une empreinte fragile. Moi, je ne travaille essentiellement que sur le corps humain. C'est pour cela que je travaille beaucoup avec des danseurs. Ils poussent très loin leur recherche sur le corps. Et je travaille surtout avec les danseurs des ballets de Monte-Carlo. Moi, j'ai des affinités avec leur recherche. Et puis, parce que je suis niçois, c'est chez moi. Je suis très en plein accord avec Jean-Christophe Maillot, le chorégraphe, vraiment. C'est en parallèle, mais ça nourrit mon travail depuis une vingtaine d'années, quoi. Moi, le travail que j'ai fait sur Jean Genet, je l'ai composé avec des danseurs de sa compagnie. Le Pasolini, je l'ai composé avec des danseurs de sa compagnie. Et surtout, mon travail Extase, j'ai fait poser Bernice Kopitiers là-bas, sur place. J'ai travaillé là-bas pendant 4-5 ans. Cette fille, elle a un corps d'anatomie, quoi. C'est vraiment elle a des muscles qu'on ne connaît pas. Elle a des muscles sur les cuisses qu'on ne voit jamais nulle part. Ouais, vraiment. Elle est incroyable, ouais, vraiment. Et elle a sur le mur, je sais pas moi, 2000 photos d'elle. Et il y en a de partout. Voilà. C'est formidable. Cette espèce d'intelligence du corps qu'elle a, l'expressivité, l'invention aussi plastique, la façon dont elle arrive à jouer de son corps, à donner du sens. J'ai fait des tas de croquis, et puis au bout d'un moment, j'ai surtout travaillé avec des photos. Je cherchais une main dans une pellicule, je développais, j'ai dit ah ouais, voilà. Mais là, je retravaille ces images de Bernice parce que j'ai une proposition de montrer l'ensemble Extase dans l'église des âmes du purgatoire à Naples. Ces dessins sont nés de l'écriture de 7 grandes mystiques qui ont écrit uniquement. C'est tout ce qui correspond chez elles à quand elles sont les épouses du Christ. Vraiment, elles disent des choses d'une grande sensualité, notamment Thérèse d'Avila, mais tout en Angèle de Foligno aussi. Et puis, faire en sorte que la feuille soit presque en contradiction avec le dessin qu'elle supporte. Et donc, j'ai fait une maquette. J'ai déterminé un espace au 10e pour voir si je peux rentrer mes 8 dessins.
Là, justement, j'ai un doute sur ça. Parce que celle-là, elle fait 4,60 m. Et la position sera déterminée dans sa relation avec le plafond. D'installer ce travail-là, à cet endroit-là, au cœur de la nappe historique, dans l'église des âmes du purgatoire, dans la crypte au-dessous, c'est quasi un miracle napolitain, quoi. Il n'y a qu'un Naples qu'on pouvait me proposer ça, vraiment, c'est vrai. Presque toutes les images que j'ai collées suggèrent cette relation avec le sous-sol tout le temps. À Naples, on descend aux enfers. Tout le sacré vient du sous-sol, quoi, vraiment. Là, j'avais collé le début de mon parcours avec la femme qui portait un linceul, qui portait un drap. Et là, il y avait deux femmes qui vendaient tous les jours des serpillères et en fait les cigarettes de contrebande. J'avais collé la mort de la Vierge et là, ces deux femmes jouaient un peu le rôle de veilleuses dans la peinture. Moi, j'avais collé là. Aujourd'hui, je ne sais pas si je pourrais coller. Il y a beaucoup d'endroits dans lesquels j'ai collé où je ne pourrais pas le faire parce que c'est des scories là, c'est des trucs qui ont plus de... Au fond, moi je mets mes images en reliaison avec des lieux parce que ça donne du sens aux images. Et là, c'est perturbé par des trucs qui ont plus de sens, quoi, on dirait qu'ils ne savent pas. Le type qui colle. Voilà, Tiziane. Ouais, c'est Tiziane. Regarde. C'est incroyable ça. On croira jamais que c'était pas préparé. C'est son père et Antonietta. No, bellissima. Quand je travaillais là, ces églises étaient toutes fermées à cause du tremblement de terre. Ici, dans l'église du Purgatoire, où j'installe mes mystiques, il a cette double tension ici. Les fastes du baroque là-haut, et puis dans la crypte et dans les catacombes, une espèce de rigueur très très dure comme ça. Là-haut, il y a du marbre et ici, il y a des ossements. Et les gens ont des rituels encore, ont adopté des crânes auxquels ils viennent parler. Ils viennent interférer même pour leurs parents, pour un passage dans le purgatoire, et qu'ils accèdent au paradis, j'imagine. Grazie Lucia. Oh, Lucia. So il significato della parola. I pensieri. Proteggimi con forza, io ho bisogno per aver portato nella mia vita al di cura di tutti i miei cari, È stata in particolare di Sara. Elle est là pratiquement où il y a les plis. Un peu en avant, je crois. Et un peu plus à droite. On avait cette main, la main là-bas, et cette main-là, on va lui faire un sort avec la lumière. Voilà, là c'est bien. Ce projet est né à Naples dans les années 80 et au fond, ici c'est comme si je revenais à la source du projet, quoi, vraiment. C'est comme s'il avait été fait pour être montré ici. Au fond, ce qui m'a amené à Naples, c'est du même ordre que ce qui va m'amener à Haïti. Il y a dans ces deux endroits une relation très forte, inquiète avec le sous-sol, avec ses menaces de force tellurique. Le récent tremblement de terre à Port-au-Prince a marqué la population. Il fait partie de leur histoire, de leur relation à la vie et à la mort.
Je suis allé un peu au hasard. C'est fait peu à peu comme ça. Pour créer une espèce de chaos, voilà. Les gens vivent avec ce souvenir très proche du tremblement de terre et des gens ont disparu, des milliers de morts et tout ça. Et donc, comment faire que les images nous interrogent? Le chaos de la cathédrale cassée, qui reste là au centre de la ville, complètement éclatée. Qu'est-ce que ça signifie que ça reste dans cet état, qu'on n'ait pas pu la reconstruire? Qu'est-ce que ça signifie qu'une cathédrale cassée dans un pays où il y a cette ambiguïté avec la religion? Je veux dire, il y a une espèce de répression, c'est-à-dire il y a eu des campagnes systématiquement depuis l'arrivée des esclaves, encore il y a quelques années, une campagne contre les superstitions, parce que les vaudous seraient des superstitions et pas les cultes chrétiens, quoi. Voilà. J'y vais sur la pointe des pieds, quoi. Mais j'assume, hein, je suis pas. J'ai pas de date, j'ai pas d'obligation. C'est un désir que j'avais après avoir découvert la littérature. Au fond, c'est parce que j'ai lu Loniel Trouillot et Stéphane Alexis que je me suis investi là-dedans, que j'ai ce désir de mieux comprendre, de m'approcher de ce peuple, de cette culture. Mais j'ai pas tous les codes, quoi. Je sais pas encore, voilà. Donc il faut considérer que ce qui est en route, c'est une espèce d'interrogation, d'approche. Voilà, c'est une approche. Quand les princes du port gardent en main le sort, de milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces cris, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de Carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Parce que ce serait intéressant de visiter le quartier du Bel Air. Si on peut les greffer dans des choses qui ont été réalisées par des artistes d'ici. Où que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. J'ai l'air plus petit, moi. Ah ouais. Elle est trop grande. Pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. On n'a pas le ballon. Pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Le rapport entre la hauteur et la largeur. Il manque au moins 80 cm en bas. Je ne sais pas comment envisager de l'allonger. Il est un peu trop blanc.
pas parce qu'il vient de Paris, n'importe quelle personne qui vient d'étranger, qui vient nous faire un travail sur la mémoire, c'est grande chose. Et notre État haïtien, tout à l'heure, ça fait partie de notre problème. L'État ne travaille pas sur la mémoire. Alors, des gens qui viennent ailleurs travaillent sur la mémoire. Moi je suis fier, mais pas grandement fier. C'est un travail qui devait être fait par un haïtien. Étant donné qu'il n'y a qu'une seule race, c'est l'humanité qui travaille, moi, je suis fier. Faut en mettre beaucoup, je crois. Voilà, ouais, là c'est parfait. Tiens, si tu peux le rapprocher. Parce que ça s'accroche, tu sais, le papier est très fin, donc il s'accroche dans le mur. C'est quand c'est mouillé, t'as vu que c'est tellement fragile. Sec, je crois que ça sera bien, non? Ouais, c'est juste là, ouais. C'est la rue du cimetière, justement. Si je trouvais mettre un péralte dans un lieu comme ça serait bien. Là où il y a tous les gros pneus, c'est assez fort. Et là, pardon, tu peux freiner, pardon. Je crois qu'on pourrait venir comme ça, venir et coller, tu vois. Vraiment. La génération ignore ce qui se passe vraiment dans l'histoire. Eh oui, mais moi c'est un peu ça que je voudrais faire. Tu vois, on va regarder sur le côté. Si on a de quoi monter plus haut. Attends, je vais passer. C'est tous des Haïtiens qui ont été tués par la dictature. C'est super. C'est bien.
possible. Je te dis si c'est bien droit. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Ernest Pignon. Ernest. Ernest Pignon. Tu t'apprends. Je suis content de ce que tu fais. Voilà, tu regardes. Tu fais depuis voir Haïti d'une autre façon. Je suis très content. Est-ce que Ça va s'arrêter ici. Moi, je ne fais que des images, ce sont que des questions. Pour moi, je pensais que c'était une affaire mystigieuse. Mais c'est mitigé. Mystique. Ah, mystique. Yeah. Mais c'est bien le lapsus. Elle est mitigée. Moi, c'est... Les images d'Ernest Pignon-Ernest vont continuer sans lui leur chemin sur les murs d'Haïti. Peut-être Ernest reviendra-t-il un jour? J'ai l'impression que les trucs vont très vite, que j'ai pas le temps de faire tout ce que j'aurais envie de faire, quoi. J'ai 10 projets, je sais que je pourrais plus les faire, là, à mon âge. C'est con, hein, mais ça fait 20 ans que j'ai envie de faire Nerval, Aurélia. Et là, maintenant, je pense que avec la proposition du Palais des Papes à Avignon, je vais travailler sur les triomphes de Pétrarque, ouais.